Merci à tous et puis bienvenue à ce webinaire important de lancement des résultats de l'enquête sur le budget ouvert édition 2025, zone de l'Afrique subsaharienne. Je m'appelle Djibril Badian et je suis le directeur des programmes pour le bureau de l'Afrique francophone de International Budget Partnership IBP. Je suis très heureux et j'ai l'immense plaisir donc d'être le modérateur principal de ce webinaire qui, comme vous le savez, regroupe plusieurs participants qui nous viennent donc d'institutions internationales, sous-régionales, mais également de gouvernements, d'assemblées nationales, d'institutions supérieures de contrôle, mais également d'organisations de la société civile qui, depuis plus de 25 ans, travaillent avec IBP sur les questions donc de redevabilité budgétaire, mais également de participation citoyenne dans la gestion des finances publiques. Donc, j'aurai l'honneur de modérer les différentes discussions pour 1 heure, 25 minutes tout au plus de discussion et de débat qui, nous le pensons, va contribuer à l'amélioration de la gestion de nos finances publiques en termes de réformes, en termes de bonnes pratiques, mais surtout en termes de statistiques qui nous permettent également de comprendre comment nos gouvernements collectent l'argent public, mais également le dépensent au profit des besoins des citoyens. Alors, pour des aspects techniques, sachez que ce webinaire est en version bilingue. Donc, on a la version française et la version anglaise. Donc, dès que vous êtes sur votre Zoom, allez dans l'onglet interprétation. Donc, sur plus, vous allez à interprétation, vous pouvez voir, on a l'option anglaise et l'option française. Alors, sur également les slides qui vont défiler devant vous, vous avez en haut de votre Zoom l'option pour avoir les slides en version française, mais également en version anglaise. Alors, sans plus tarder nous allons rapidement vous faire le déroulé de l'agenda qui se tiendra donc sur 1 heure 25 minutes, comme je l'ai dit tantôt. Nous aurons d'abord les mots de bienvenue que je suis moi-même en tant que modérateur en train d'expliquer à l'audience. Nous aurons également une leçon inaugurale de la part de nos partenaires techniques et financiers, que ce soit l'UNICEF, mais également de nos partenaires techniques comme l'Union africaine. Et nous aurons également des introductions en lien avec les résultats de l'enquête sur le budget ouvert qui seront donc présentés par mes collègues à moi, notamment Sally Torbert. Et également, sur la base de cela, après, nous allons ouvrir le débat à travers les différents résultats qu'on aura donc à présenter à l'ensemble de l'audience pour discuter des différents résultats pays. Et pour ce faire, on a invité quelques pays, notamment le Cameroun, le Malawi, le Rwanda, mais également le Sénégal, pour nous partager les bonnes pratiques, mais aussi et surtout leur connaissance par rapport à l'évaluation de l'enquête sur le budget ouvert. Et par la suite, nous aurons des échanges, questions-réponses sur les différentes interventions des pays invités, avant maintenant de revenir globalement sur les discussions globales et les recommandations, mais également les perspectives sur la dissémination de ces différents résultats-là. Alors, pour rappel, aujourd'hui, nous allons partager la zone de l'Afrique francophone, globalement de l'Afrique subsaharienne, qui compose 33 pays, qui sont intéressés par ces résultats-là. Et on aura l'occasion du côté lusophone, anglophone, mais également francophone, de voir quelles sont les bonnes pratiques qui sont mises en avant. Alors, n'hésitez donc pas s'il y a des soucis techniques sur le son, sur la compréhension de l'interprétation du slide, de l'écrire également sur la boîte de chat, ça sert à ça. Et nos équipes techniques qui travaillent avec moi sur ce webinaire-là pourront les prendre en charge tout au long de ce webinaire-là. Également, pour vos questions, n'hésitez pas également à les poser sur la boîte de discussion. Alors, sans plus tarder, je vais inviter le docteur Sudhanshu Anda pour une leçon inaugurale de 10 minutes. Il est économiste en chef et directeur du Centre d'excellence contre la pauvreté infantile à l'UNICEF pour ses propos introductifs. Est-ce que le docteur Anda est avec nous? Yeah, I'm here. Merci beaucoup. Vous avez la parole pour votre Oui, je leçon suis là. inaugurale, docteur Anda, et merci encore une fois d'avoir bien voulu se joindre à nous.
pour ce webinaire important donc de présentation des résultats de l'EBO 2025 pour la zone de l'Afrique subsaharienne. Donc, vous êtes économiste en chef, corrigez-moi si je me trompe, et directeur du Centre d'excellence contre la pauvreté infantile à l'UNICEF. C'est bien ça? Yes, it Bon, is. Oui, c'est correct, oui. parfait. Très bien. Donc, vous avez la parole pour 10 minutes, Dr. Anda. Merci. Thank you very much for Merci giving us the beaucoup space de today. nous avoir donné I would just cet like to espace aujourd'hui. Je tiens à saluer euh, tous ceux et celles qui sont de l'autre côté du monde. Bonjour et bonsoir ceux qui sont ici en Afrique. Alors, je vous parle à partir de Nairobi aujourd'hui. Et j'aimerais dire en premier, au nom de l'UNICEF, merci, un grand merci à l'IBP, notamment Hannah, Sadi, David, Alix et en fait toute l'équipe pour votre partenariat. L'UNICEF a été en partenariat avec l'IBP depuis plus de 10 ans et nous voulons certainement continuer cette collaboration. J'occupe en fait ce poste, c'est ma 3e semaine, donc je suis assez nouveau dans ce poste chez l'UNICEF, mais j'étais à l'UNICEF il y a une vingtaine d'années pour la première fois et à cette époque-là, l'UNICEF a commencé à s'engager dans les aspects financiers du développement. Et je sais que c'est quelque chose que les gens ont tendance à ignorer à propos de l'UNICEF, mais c'est une portefeuille qui a eu beaucoup d'essor au fil des années et c'est un domaine très intéressant. C'est pour cela que j'ai décidé de retourner et travailler chez UNICEF encore une fois. Le côté finance publique, c'est le côté qui n'est pas aussi, si vous voulez, qui est peut-être pas aussi amusant de ce que fait le travail enfin, de ce que fait l'UNICEF, mais si on y pense, c'est vraiment l'un des aspects les plus importants. Pourquoi est-ce que ce sujet est si important pour l'UNICEF? Eh bien, pour nous, le lien entre le budget et les enfants ne sont pas abstraits. Ce sont des liens qui sont très tangibles. La transparence budgétaire est en amont de tout service dont dépendent les enfants. On ne peut pas discuter avec le gouvernement ou leur demander de rendre compte pour les dépenses sur les secteurs liés aux enfants si nous ne pouvons pas en premier comprendre et interpréter le budget. C'est pour cela que notre partenariat et notre engagement vis-à-vis de l'enquête de budget ouvert est si fort. Nous voyons cela comme un bien public qui est indépendant, qui est mené à travers plusieurs pays avec une cohérence au fil du temps. Et donc, ce n'est pas seulement un aperçu à un moment dans le temps, mais c'est quelque chose qui nous donne une bonne idée sur le temps. Et pour nous, les enjeux sont très concrets. Par exemple, 27 de nos pays, dans les bureaux pays, ont contribué directement à cette dernière enquête de l'EBO. Nous allons parler des détails, des résultats dans un peu de temps, mais pour vous donner quelques perspectives de la région. Bon, en premier, même si les progrès sont assez inégaux, comme nous allons voir dans les résultats, avec la présentation des résultats, ce qui est peut-être plus positif, c'est que le progrès est possible même dans les situations, les contextes les plus compliqués et fragiles. Nous avons vu de plus en plus de détermination de la part de l'État d'ouvrir le budget et d'avoir une transparence, même en dépit des pressions politiques et autres. C'est un progrès réel qui doit être aussi reconnu. Deuxième point positif, il y a plus d'ambition autour de la transparence, mais pas uniquement pour pour la transparence proprement dite, mais euh, même pour le cas des enfants, les gouvernements essaient de plus en plus de disséminer ces informations au grand public et même aux enfants. La participation des enfants est prise de plus en plus sérieux et ça, c'est surtout important sur notre continent parce qu'on a plus de 600 millions d'enfants à travers le continent et presque une personne sur deux est enfant sur le continent. Donc, ces décisions budgétaires ont un impact significatif pour la vie des enfants.
J'aimerais maintenant parler un peu de la situation de la dette parce que c'est aussi un aspect central quand nous parlons des budgets en Afrique. L'échelle est assez importante. Presque 50% des Africains vivent dans les pays qui dépensent plus pour le service de la dette que sur la santé et l'éducation, mais ensemble. Les gouvernements, en général, dépensent 19% des revenus sur le service de la dette. C'est presque 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Et c'est une augmentation, c'était l'augmentation la plus importante dans n'importe quelle autre région du pays. La dette est essentiellement un héritage invisible, si vous voulez. C'est un prêt hypothécaire invisible que nous avons déjà emprunté au nom de nos enfants et qu'on aura déjà dépensé. Deuxièmement, une dette accrue va avoir tendance à nuire aux services pour les enfants, l'éducation, la santé. Donc, lorsque la dette n'est pas bien gérée, les enfants vont payer le prix en termes de leur avenir. Je vais maintenant parler du partenariat et les étapes, les prochaines étapes. Et je vais dire quelques mots sur le processus de l'EBO. Au fil des années, cet instrument EBO a changé, a évolué, et l'UNICEF accorde beaucoup de valeur à cette approche ouverte de l'EBO. On prend en compte les intérêts des partenaires et le contexte en évolution. Et ça, c'est une ouverture qui doit être saluée. En termes des résultats aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les scores qui comptent, mais c'est ce que nous faisons avec ces résultats et comment nous pouvons appliquer ces résultats pour initier les dialogues dans nos pays. Donc, en conclusion, j'aimerais encourager les participants d'exploiter ces résultats, de les utiliser. Ce n'est que le point de départ, mais vous pouvez utiliser ces résultats pour lancer des conversations au sujet du budget, de la dette et comment les États dépensent ces fonds publics. Merci de m'avoir donné cet espace et j'anticipe avec beaucoup de plaisir d'avoir la discussion sur les résultats. L'UNICEF donc est un partenaire clé dans le cadre donc de cette région donc de l'Afrique pour l'évaluation donc de l'édition de 2025. Je note également que effectivement de plus en plus les gouvernements prennent en compte la participation des enfants, mais aussi de leur accorder de plus en plus donc de budgets conséquents pour réduire donc la pauvreté infantile, mais aussi et surtout prendre en compte leurs besoins spécifiques dans la gestion donc, des politiques publiques. Merci encore une fois pour vos propos introductifs et nous aurons effectivement donc l'occasion de revenir un peu sur vos données. Alors, sans plus tarder donc, je vais maintenant donner la parole à ma collègue Sally Torbert, au sein de IBP, qui est effectivement en charge donc des politiques et de la recherche, qui est notre donc Global Policy and Research Lead. Sally, j'avais une question pour pouvoir effectivement donc t'introduire donc dans ce webinaire-là. Où penses-tu que l'Afrique subsaharienne se situe actuellement pour pouvoir saisir les opportunités et faire des progrès dans les prochaines éditions également de l'enquête sur le budget ouvert? Déjà pour cette édition-là de 2025, mais pour les prochaines éditions de l'enquête sur le budget ouvert à venir. Où penses-tu aujourd'hui que l'Afrique subsaharienne doit faire des efforts et saisir les opportunités pour faire des progrès et aller de l'avant? Voilà, je te donne donc la parole pour 12 minutes, Sally. Je vais donc chronométrer et je sais que tu pourras rester dans les temps. Voilà. Donc, Sally, tu as la parole. Merci. Thank you very much, Jabril. Merci, Jabril. Et merci encore à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Comme nous allons partager les résultats
de l'OBE 2025 et ce que cela pourrait nous dire à propos de la redevabilité budgétaire à travers l'Afrique subsaharienne. Pour commencer, je vais prendre la question que Djibril a posée et vous posez cette question. Nous avons un petit sondage et contrairement à l'enquête sur le budget ouvert qui comporte 218 questions, ce sondage n'a qu'une seule. Et c'est la question suivante. Si l'on considère la région de l'Afrique subsaharienne, où voyez-vous la plus grande opportunité de progrès en matière de responsabilité budgétaire au cours des 5 prochaines années? Sur votre écran dans le Zoom, vous allez voir bientôt un petit sondage qui va s'afficher et les options pour les réponses sont les suivantes. L'option 1, publier les documents et informations budgétaires manquants, notamment sur la dette, le risque budgétaire et les investissements publics. Option 2, institutionnaliser les consultations publiques dans le cycle budgétaire national. Option 3, renforcer le rôle du pouvoir législatif dans l'approbation et l'exécution du budget. Et option 4, améliorer le suivi des conclusions d'audit. Donc, prenez quelques instants pour regarder ces options et choisissez l'option qui vous parle le plus. On va vous donner 1 minute. So we hope that you're reviewing these options. The translation Espérons que vous avez pu voir ces options. La traduction de ces options, c'est aussi en français dans le chat, comme vous pouvez voir. Donc, prenez un instant pour choisir la meilleure option. Et la meilleure réponse, selon vous, où l'Afrique subsaharienne a la plus de possibilités pour faire des progrès dans les 5 prochaines années. Okay, we hope you've made a selection. D'accord. J'espère que vous avez fait votre choix. Nous allons voir les résultats maintenant de ce sondage. Eh bien, très intéressant. Merci. À peu près 4 sur 10 ou 39% dit que la plus grande possibilité, c'est sur la publication de documents et d'informations budgétaires manquants, y compris sur la dette, le risque budgétaire et les investissements publics. Et il y a aussi d'autres options qui ont été choisies. Mais comme vous allez voir dans ma présentation bientôt, qu'il y a des possibilités pour faire des améliorations dans tous ces domaines. Mais c'était intéressant de voir vos avis par rapport aux opportunités de progrès les plus importants. C'est le sujet que nous allons discuter pendant le webinaire d'aujourd'hui. Et avant de parler des résultats de l'OBE 2025, j'aimerais commencer avec un chiffre qui, selon moi, résume tout ce qui va suivre. D'après le dernier Afrobaromètre, plus de 3/4 des personnes interrogées sur le continent déclarent qu'il est difficile de savoir comment leur gouvernement utilise les impôts. Dans le même temps, le coût moyen d'emprunt pour les pays africains a augmenté de plus de 90% en seulement 4 ans. L'aide diminue à travers la région. Le service de la dette absorbe une part plus importante des recettes que dans toute autre région. C'est dans ce contexte que la responsabilité budgétaire revêt toute son importance, car lorsque la marge de manœuvre budgétaire est réduite, lorsque les gouvernements doivent mobiliser davantage de recettes intérieures et lorsqu'il faut faire des choix difficiles en matière de dépenses, la question de savoir si le public peut voir, examiner et influencer ces choix n'est plus d'ordre technique. Il s'agit de savoir si les systèmes budgétaires inspirent suffisamment confiance pour supporter le poids qui leur est imposé. Et c'est là que les données de l'OBE interviennent. Et je voudrais donc consacrer les prochaines minutes à vous montrer ce que cela signifie pour le travail qui nous attend. Qu'est-ce que c'est que l'enquête sur le budget ouvert? L'OBE 2025 couvre 33 pays d'Afrique subsaharienne. Et l'enquête sur le budget ouvert mesure 3 éléments. La transparence, si les gouvernements fournissent au public des informations complètes et en temps opportun sur la manière dont les budgets sont planifiés et dépensés. Et aussi, cela mesure la participation. Si la société civile et le grand public, y compris les groupes historiquement exclus, ont de réelles possibilités de s'impliquer au moment clé.
Et finalement, le contrôle. Les assemblées législatives et les institutions d'audit ont-elles l'autorité et la pratique nécessaires pour examiner de près la manière dont les budgets sont élaborés et exécutés? Au niveau régional, la transparence et le contrôle sont modérés. Nous avons des participants de plusieurs autorités et voilà donc les résultats globaux pour l'EBO. Au niveau régional, nous voyons que la transparence et le contrôle sont modérés. La participation est un pilier le plus faible. Mais on aimerait aussi signaler la direction prise, tout ce qui est aussi important que les moyens. La participation a progressé pour la deuxième fois consécutive. On a eu une progression pour la deuxième fois. Le contrôle législatif s'est aussi légèrement amélioré, mais la transparence est restée stable. Ce qui, dans une région soumise à une telle pression, est en soi un constat qui mérite qu'on s'y attarde. Mais plusieurs pays ont entrepris des réformes substantielles lors de ce cycle, tandis que d'autres ont préservé les acquis obtenus précédemment dans ces conditions difficiles. On aimerait donc signaler 3 pays qui ont progressé pendant ce dernier cycle. Le Cameroun a progressé régulièrement pour atteindre 58 points, ce qui le place près du seuil de transparence suffisante. Et la Chambre des comptes de la Cour suprême a désormais rendu public son rapport d'audit annuel pour la première fois. Au Zimbabwe, le score de transparence a augmenté de 39 points depuis 2017. Et ceci grâce à une collaboration soutenue entre la société civile, le ministère des Finances, l'UNICEF et d'autres partenaires. La Mauritanie, qui a été évaluée pour la première fois dans ce cycle, a publié un budget citoyen en arabe, en français et dans 3 langues nationales. Les résultats de l'enquête, cette fois-ci, nous montrent quelque chose qui est très important. Un lien entre la transparence et les bénéficiaires réels du budget. Les gouvernements commencent à associer les informations budgétaires à l'inclusion. Et ceci est lié à ce que le Dr. Handa a dit pendant ses propos liminaires, que la façon dont les ressources sont rendues disponibles à tous les citoyens, surtout les enfants et d'autres qui dépendent des services publics, c'est essentiel. 8 pays publient désormais, on a vu dans ce cycle que 8 pays publient désormais dans leur projet de budget des estimations des mesures bénéficiant directement aux populations défavorisées. Environ 4 pays sur 10 ont mis en place une forme ou une autre de budgétisation sensible au genre ou une budgétisation verte. Et le projet de budget, par exemple, du Bénin s'accompagne désormais d'une analyse sensibilité au genre d'un aperçu des dépenses sociales et une note analytique distincte sur le budget du point de vue des personnes en situation de handicap. Au Rwanda, ils ont intégré le marquage climatique sur le genre dans la circulaire d'appel à proposition budgétaire elle-même, de sorte que chaque organisme budgétaire crée des rapports chaque année selon ces 2 prismes. En matière de participation, ce qui sous-tend de ce score régional, il y a beaucoup de diversité dans les pratiques à travers la région. Quelques pays qui ont eu des scores très positifs cette fois-ci, y compris le Bénin qui a gagné 21 points pour le score de participation pour atteindre un score de 52, l'un des plus élevés au monde. Le Bénin n'est pas parvenu à l'aide d'un seul canal de participation publique. Ce résultat reflète une participation intégrée au calendrier budgétaire, l'ouverture par les ministères de tutelle et des commissions parlementaires à la participation à différentes étapes du cycle. Et le ministère de l'Économie et des Finances publie maintenant un rapport sur la manière dont elles ont été utilisées, que ces contributions publiques ont été reçues et utilisées. En RDC, le gouvernement partage un projet de cadre budgétaire avec la société civile avant la rédaction de la loi des finances et inclut des groupes représentant les communautés défavorisées dans les consultations. Les commissions des finances du Parlement rencontrent également la société civile lors de leur examen du projet de loi pour discuter des analyses des dépenses sectorielles. Cependant, ces pratiques ne sont pas encore courantes dans toute la région, mais elles nous montrent
qu'une participation publique institutionnalisée est possible. Sur le contrôle est le plus inégal parmi les trois piliers. Dans ce cycle, on a vu une amélioration légère pour le contrôle législatif, mais en même temps, le contrôle par l'audit a reculé. La question plus profonde est de savoir ce qui se passe après un audit. Là, vous voyez des données par rapport à comment les pays suivent ceci après la publication d'une audit. On voit que seulement 3 pays, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Tanzanie, disposent d'institutions d'audit ou de législatures qui suivent et rendent compte de la mise en œuvre de toutes les recommandations, bien que d'autres font un suivi de recommandations quand même, mais pas tous. Mais du côté exécutif, le tableau est moins encourageant. Seulement une poignée de quelques ministères de finances rendent compte publiquement de ce qu'ils ont fait en réponse aux conclusions des audits et aucun ne le fait de manière exhaustive. C'est en fait le chaînon manquant dans la boucle de la responsabilité. Comment savoir que les gouvernements prennent action? Et c'est là que se situent certaines des réformes les plus réalisables dans la région. Pendant les remarques liminaires, vous avez entendu parler du défi de comment nous rendons compte et parlons de la dette. Alors, donc, c'est un aspect que les 3 piliers ne permettent pas à eux seuls de saisir. Et je veux vraiment conclure sur ce point, car c'est là que je pense que beaucoup de progrès sont possibles. On demande à l'Afrique subsaharienne de mobiliser davantage de recettes intérieures et de mieux gérer sa dette avec moins d'aide dans un environnement budgétaire plus contraignant. Et pourtant, vous voyez là que seulement un tiers des pays publient les informations clés sur et aucun ne publie les informations complètes sur la composition de la dette. Alors, quels sont les instruments d'emprunt qui sont utilisés pour entreprendre cette dette? Et par rapport à la durabilité, quel est-ce que le niveau de dette que nous avons est durable? Et nous avons aussi parlé de comment nous avons lancé une nouvelle évaluation et qui nous a montré que même quand les données sur la dette sont publiées, les décisions des bailleurs sont largement déconnectées du processus budgétaire. Donc, la participation publique sur la dette publique, c'est presque non existante. Et donc, c'est une lacune de redevabilité qui, si on ne s'y adresse pas, va faire en sorte que la pression budgétaire va devenir de la mauvaise gestion budgétaire. Et de combler cette lacune devient énormément important. Alors, dernièrement, ce qu'on a trouvé par rapport à l'enquête sur le budget ouvert, c'est le rôle de la société civile. Presque toutes les avancées dont j'ai parlé sont le résultat de la société civile jouant un rôle central pour les progrès qui ont été faits. Alors, je vais vous parler de 3 exemples et on en reparlera. Alors, au Rwanda, une proposition lancée par Transparency International Rwanda lors d'un lancement public de l'EBO a donné naissance à une plateforme multipartite qui rassemble désormais les ministères des Finances, des collectivités locales, le bureau du vérificateur général de la société civile. Et en conséquence directe, de nouvelles dispositions relatives à la participation publique ont été ajoutées. En Gambie, une coalition de la société civile menée par Gambia Participates a collaboré avec le bureau d'audit et le ministère des Finances pour produire des versions citoyennes du budget adopté du rapport d'audit. Ils ont contesté avec succès une allocation budgétaire illégale devant la Cour suprême. Et donc, le score de participation de la Gambie a aussi augmenté de 29 points depuis 2019. Au Malawi, la coalition des ONG pour les droits de l'enfant s'est appuyée sur 5 ans d'analyse budgétaire pour plaider en faveur du développement de la petite enfance. Alors, ce ne sont pas des cas isolés. Ceci veut dire que d'inclure ces données, cette inclusivité est important. Et le contexte de la société permet à la société civile de jouer ce rôle.
En même temps, nous savons qu'il y a des pressions sur ces systèmes avec cette définition de diminution de l'aide en plus. Alors, nous devons continuer ces progrès même à l'heure actuelle. Alors, tout cela pour dire que nous avons bien plus de ressources et d'informations qui vous sont disponibles. Vous voyez un QR code à l'écran que vous pouvez scanner. Aujourd'hui, nous venons de lancer un rapport régional qui contient énormément d'informations régionales, ce que nous voyons dans les régions. Mais alors, le BO nous dit que la redevabilité en Afrique subsaharienne progresse dans la bonne direction et le travail à faire est clair. Nous devons accroître les améliorations de transparence et nous devons élaborer nos efforts sur la dette. Nous devons élaborer les bonnes pratiques et les institutionnaliser. Alors, nous devons boucler la boucle de l'audit, surtout du côté des rapports, et nous devons protéger la société civile et les réformateurs au sein des ministères des Finances, etc. Et nous dirons que c'est comme ceci que les systèmes budgétaires deviennent une fondation de la confiance et comment la mobilisation politique devient devient possible. Alors, merci beaucoup à nos partenaires de la société civile dans ces 33 pays où nous avons mené l'enquête, ainsi que les réformateurs, les ministères de Finances, les parlements à travers la région. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une histoire à raconter aujourd'hui. Et merci à l'UNICEF et à leur partenariat fort pour améliorer la redevabilité et la Commission européenne et nos autres partenaires. Alors, s'il vous plaît, lisez ce rapport régional et les résultats des pays individuels. Parfait, parfait. Non, merci beaucoup, Sally, pour la présentation donc du rapport régional donc de la zone de l'Afrique subsaharienne. Un rapport très intéressant avec des données qui renseignent à suffisance sur le degré effectivement donc d'implication de la transparence, de la participation, mais également de la redevabilité budgétaire dans la gestion des finances publiques dans notre région de l'Afrique subsaharienne. Je suis très heureux que tu aies resté dans les temps, 12 minutes, mais surtout d'avoir bien voulu répondre à ma question initiale, c'est-à-dire quels sont les progrès que notre région devrait faire, mais surtout quelles sont les opportunités à saisir pour améliorer effectivement les scores donc de l'enquête sur le budget ouvert pour cette édition, mais également pour les éditions à venir. Et les réponses sont effectivement à trouver dans la fourniture d'informations supplémentaires concernant la gestion de la dette dans la zone donc de l'Afrique subsaharienne. Effectivement, je pense que tu l'as bien dit dans tes propos. C'est une innovation aujourd'hui et c'est un sujet émergent donc des finances publiques dans notre sous-région de l'Afrique subsaharienne. Et effectivement, les États font face à beaucoup de contraintes dans la gestion donc de cette dette-là. Et pourtant, les contraintes budgétaires demeurent, les pressions sociales également demeurent. Et il faudrait effectivement que les gouvernements fassent plus d'efforts dans la publication donc des informations concernant la dette. L'autre réponse que tu m'as fournie et que je pense que l'assistance a bien enregistré, c'est le rôle clé de la société civile dans ce processus-là. Et je pense que les exemples de la Gambie, du Malawi et du Cameroun montrent effectivement que le travail réalisé par la société civile aujourd'hui participe à améliorer les scores de participation dans la zone de l'Afrique subsaharienne. Et j'invite effectivement l'ensemble des participants à effectivement aller sur le site que Sally a partagé donc dans sa dernière page de sa présentation pour consulter le rapport régional de l'Afrique subsaharienne, mais également les rapports par pays qui sont listés là-bas pour l'édition de 2025. Et savoir que les moyennes globales ont été déjà fournies, 38 sur 100 en termes de transparence budgétaire, 16 sur 100 en termes de participation citoyenne au processus budgétaire et 44 sur 100 en termes de contrôle donc des finances publiques par les institutions supérieures de contrôle en charge donc de contrôler les finances publiques. Et que 82% des pays qui ont été évalués, donc sur les 33, publient désormais le budget citoyen. Et je rappelle que ça a été une des recommandations fortes
des différentes éditions de l'enquête sur le budget ouvert précédente qu'il faut publier le budget citoyen, en faire un document digeste et que les populations puissent également saisir cette opportunité de participation. Et que 4 sur 10 des pays évalués aujourd'hui font une budgétisation sensible au genre ou sensible donc au changement climatique. Donc, Sally, merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui a été très brillante et j'invite les participants donc à aller sur le site pour désormais voir les résultats par pays. Alors, on enchaîne directement avec un autre intervenant, cette fois-ci qui nous vient donc de l'Union africaine. Il s'agit effectivement du docteur Patrick Zana Olomo. Je pense que je le prononce bien. Vous êtes le responsable de la politique économique et du développement durable au département du développement économique, du commerce, du tourisme et de l'industrie à la Commission de l'Union africaine. C'est bien ça. Si vous êtes là, docteur Patrick, je pense que je vous vois déjà donc dans mon écran. Je vous donne la parole pour 5 minutes pour effectivement nous partager vos réflexions par rapport donc à ce que vous venez d'entendre sur l'enquête sur le budget ouvert. Voilà, donc je vous donne la parole à 12h39 à ma montre, ici au Sénégal. Parfait. Merci beaucoup, Djibril. Et je voudrais saisir cette opportunité à l'entame de mon propos pour remercier Sally pour la brillante présentation qu'elle vient de faire. Je pense qu'elle nous donne une belle perspective de ce que le rapport donne comme élément de compréhension sur la question qui est en discussion aujourd'hui. Permettez-moi de faire ma présentation en anglais. Malheureusement, je l'ai rédigée en anglais, donc je vais la faire ainsi. On behalf of the African Union, Au nom de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, je voudrais exprimer notre profonde appréciation à l'IBP et à l'UNICEF pour avoir rassemblé ce processus de consultation régionale essentiel. Je pense que le rapport que nous lançons aujourd'hui présente une image claire de ce que fait le continent et ce qui doit être fait en plus par rapport à la transparence budgétaire. Les résultats présentés indiquent certainement que l'Afrique est à un carrefour essentiel de la redevabilité. Et c'est à cause du fait que le continent vit une période inédite de contraintes budgétaires et des fardeaux de dettes souveraines énormes et une grande vulnérabilité aux chocs mondiaux. Pour l'Union africaine, cette publication arrive à un moment opportun. Ce n'est pas seulement un acte d'équilibre technique, parce que ceci nous donne un modèle financier pour le développement du continent. Et ceci nous fournit une métrique qui devrait être examinée par nos citoyens pour améliorer leur confiance. Nous réalisons qu'un budget ouvert est une arme indispensable contre l'instabilité économique et pour s'adresser pleinement aux lacunes de transparence découvertes par l'EBO 2025. Nous devons vraiment faire la connexion entre la redevabilité budgétaire, la gestion de la dette souveraine et la lutte contre les flux financiers illicites. Alors d'abord, de notre point de vue, au vu de notre crise de dette et le coût du service de la dette qui consomme un pourcentage énorme des recettes nationales, les budgets nationaux ont été affaiblis, laissant un espace budgétaire très faible pour les dépenses sociales sur l'infrastructure, les soins de santé, les protections pour les enfants, etc. L'Union africaine a entrepris des démarches audacieuses pour s'adresser à ces défis. Et c'est que de ce point de vue que nous avons organisé en 2025 la toute première conférence de l'Union africaine sur la dette. Et ceci a mené à la position africaine sur la dette.
C'est un outil continental qui a à voir avec la réforme structurelle et comment la dette souveraine peut être gérée d'une manière efficace. Alors, cependant, il est utile de savoir que le plaidoyer international doit refléter aussi une clarté interne. On doit établir une résilience budgétaire qui requiert une transparence absolue par rapport à comment la dette publique est prise, utilisée et payée. Ceci assure que tous les dollars empruntés on rend compte de chacun de ces dollars et sont canalisés vers des investissements productifs. À l'Union africaine, nous travaillons pour parler de la transparence, l'ouverture budgétaire. Il est très important et le rapport en parle que donc les pays ont fait de grands progrès pour accroître leur capacité pour la mobilisation de leurs ressources nationales. Mais ces ressources, ces recettes, en fait, s'enfuient du continent une fois qu'elles ont été collectées et dont ne s'occupe pas assez de ce sujet. Je vais vous donner quelques chiffres. L'Afrique perd chaque année à peu près 587 milliards de dollars à cause de ces fuites. Ces fuites peuvent être présentées comme une perception de risque qui élimine 74 milliards de dollars. C'est des flux illicites financiers qui élimine 94 milliards de dollars et la corruption, elle aussi, cause une fuite d'à peu près 148 milliards de dollars par an. Alors, par rapport au changement des profits internationaux, le continent perd à peu près 275 milliards de dollars par an. Cela veut dire que quand nous collectons nos ressources chaque année, et que nous utilisons aussi pour rembourser la dette, parce que ceci prend à peu près les 2/3 de ce que nous collectons. Nous perdons à peu près 587 milliards de dollars américains, ce qui en revient à une fuite d'à peu près 1,6 milliard de dollars par jour. Pour s'adresser à ce défi, la Commission de l'Union africaine travaille avec des partenaires tels que l'UNICEF et d'autres institutions telles que UNICA et ATAF, l'administration africaine, le Forum d'administration des impôts africains et le réseau de la justice fiscale. Et c'est par le biais de cette perspective que nous avons adopté donc cette stratégie sur les flux illicites de l'Union africaine. Alors, nous travaillons avec tous les États membres de l'Union africaine pour accroître la redevabilité et la transparence et pour nous assurer que les ressources qui sont collectées sont canalisées d'une manière efficace vers des investissements productifs. Ce n'est pas quelque chose que l'Union africaine peut faire à elle seule. Et l'un des résultats clés de cette enquête, de ce rapport, c'est que ceci montre que nous devons accroître la participation de la société civile dans les processus budgétaires. Et voilà ce que fait l'Union africaine à l'heure actuelle, s'assurant que nous créons un espace inclusif qui s'occupe de la situation que nous voyons actuellement sur le continent. Alors, je vais vous parler des trois réformes principales qui proviennent de ce rapport. D'abord, il est important d'institutionnaliser, comme on l'a dit dans le rapport, une participation inclusive et s'assurer qu'elle devient une réalité. Et nous devons faire plus que simplement publier des données. Les États membres doivent créer des voies accessibles pour les citoyens, surtout pour les jeunes et les groupes marginalisés, pour pouvoir faire ce suivi des dépenses et autres. Et deuxièmement, il est important
d'avoir une divulgation complète des revenus et des dettes. Et donc, nous travaillons avec nos États membres pour établir un mécanisme de suivi de la dette africaine. Et ceci sera une plateforme publique où les données sur les dettes seront publiées par nos États membres. Il est important de noter que nous améliorons nos capacités pour lutter contre ces fuites dont j'ai parlé, qui provoquent à peu près 587 milliards de dollars de pertes. Et nous pensons qu'avec la participation concrète de la société civile, nous pourrons nous en occuper. Et ensuite, il faut avoir des institutions de contrôle. Alors, pendant notre comité spécialisé sur les affaires financières, nous avons créé un espace travaillant avec des institutions de contrôle pour améliorer leurs capacités, pour renforcer fortement l'indépendance, la capacité d'indépendance des organes d'audit. Et voilà ce que nous faisons et nous pensons que nous allons pouvoir répondre aux défis qui nous font face. Alors, pour conclure, je veux encore une fois remercier les deux organisations qui nous ont rassemblés aujourd'hui et peut-être exprimer un désir de voir ce rapport étant présenté au comité spécialisé sur la finance qui va pendant notre réunion au mois de juillet en Côte d'Ivoire. Et le 5 juin, nous allons avoir une session importante de la commission. Nous allons parler de ce sujet de la dette et examinant la plateforme de ceux qui font des emprunts. Et je vous invite tous à nous rejoindre pour créer une barrière contre ces fuites dont j'ai parlé sur le continent. À vous la parole. Merci beaucoup, Dr Patrick, pour votre présentation et merci également pour le partage d'informations par rapport effectivement aux différentes initiatives que vous menez au sein de l'Union africaine, au sein de la Commission, donc pour appuyer effectivement donc une meilleure gestion participative des finances publiques donc en Afrique. Je retiens deux choses. Effectivement, il y a plus de 94 milliards de dollars de flux financiers illicites de pertes donc qui sont enregistrés pour l'Afrique chaque année. Je pense que c'est énorme et l'enquête, mais également l'ensemble des autres initiatives gagneraient même à investir davantage donc ce secteur des flux financiers illicites pour effectivement montrer quel type d'innovation peuvent être mises à disposition des États pour pouvoir donc contrer ces fuites-là. La question de l'implication des jeunes et des groupes marginalisés dans le suivi des budgets publics au niveau de nos différents États. Je pense que c'est une question sur laquelle IBP continue aujourd'hui d'insister et d'en faire une priorité dans le cadre donc, de nos différentes initiatives parce que nous croyons fortement que les groupes marginalisés doivent davantage être au devant de la planification, de l'exécution, mais également de l'évaluation de nos différentes politiques publiques. Pour l'intérêt du temps, je vous remercie pour cette brillante présentation et j'ose espérer effectivement que cette présentation-là sera partagée pour effectivement qu'on puisse également l'envoyer à l'ensemble des participants donc à la fin donc de ce webinaire-là. Alors, nous allons donc, pour l'intérêt du temps, aller directement donc au panel. Et pour ce panel-là, nous avons 4 pays qui ont été invités. Nous aurons d'abord, alors le panel global va durer 40 minutes, tout au plus. Si les panélistes sont efficaces, on pourrait le faire en une demi-heure, donc 30 minutes. D'abord le Cameroun, qui est un pays invité. Nous aurons également par la suite le Malawi en deuxième intervention. En troisième, nous aurons le Rwanda. Et puis, en dernière intervention, nous aurons le Sénégal. Alors, le Cameroun, en premier lieu, donc la parole sera donnée à Monsieur Charlie Martial Ngoudou. Charlie qui travaille avec IBP depuis plus de 15 ans maintenant, hein, et qui est président de l'ONG Afro Leadership, qui est effectivement un partenaire clé de IBP, donc au niveau de la zone de l'Afrique francophone déjà, mais également de l'Afrique du Centre et de l'Est.
sur donc aujourd'hui le plaidoyer et l'analyse budgétaire. Alors Charlie, le pays participe à l'enquête sur le budget ouvert depuis 2015, mais depuis 2017, on note une certaine évolution de la transparence budgétaire au niveau du pays. Et aujourd'hui, vous êtes à 58 sur 100. La question que j'ai envie de te poser, c'est quel a été l'ingrédient, quelle est la sauce qui a permis effectivement donc au Cameroun de préparer ce très bon plat qui aujourd'hui effectivement fait l'honneur du Cameroun et qui se rapproche des critères acceptables, c'est-à-dire 71 sur 100 de l'enquête sur le budget ouvert. Donc, je te donne la parole pour 8 minutes d'intervention pour nous donner effectivement donc ce travail-là. Quels ont été aujourd'hui les ingrédients qui ont permis donc au Cameroun de pouvoir atteindre ce niveau de score de transparence budgétaire. Voilà, il est 12h54 à ma montre ici donc en de l'Ouest. Merci Djibril et merci à tous les intervenants qui sont passés avant moi et merci aux collègues qui nous suivent. Donc, je vais dire que le Cameroun, déjà Djibril, c'est bien avant 2015 que le Cameroun participe. Je crois que nous y sommes depuis 2008 tout au moins. Et je crois que ce qu'on peut noter, c'est qu'on a effectivement une trajectoire très progressive et qui a eu une petite césure en 2017 pour des raisons de changement de méthodologie où la publication en ligne était réputée comme la publication acceptable. Et je crois que c'est en ce moment-là que nous avons une césure, mais on peut constater qu'on a une trajectoire qui monte. Mais au nombre des ingrédients, parce qu'il n'est pas possible de tous les citer, je pense qu'il y a la montée en compétence de la société civile qui, de plus en plus, comprend la nécessité d'impliquer dans la conversation budgétaire, pour dire ça le plus banalement. Mais au-delà de ce terme générique, c'est davantage la collaboration dans la société civile elle-même, c'est-à-dire qui permet de mêler les compétences des uns et des autres, les compétences techniques en matière de finances publiques, mais aussi les compétences sectorielles des organisations de la société civile qui leur permet donc de travailler dans une logique de réseautage. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Logique de réseautage qui a d'ailleurs prévalu pour qu'il y ait au niveau du ministère des Finances qui porte la question de la transparence des finances publiques, d'intégrer au niveau du ministère des Finances ce réseau de la société civile, tout autant dans le plan global de réforme des finances publiques porté également par le ministère des Finances avec l'ensemble des acteurs qui travaillent au niveau sectoriel, mais davantage aussi dans l'implication du ministère des Finances pour mettre en lien les organisations de la société civile et les autres institutions, ce qui permet d'amplifier la logique sectorielle que nous venons d'évoquer, sans parler naturellement du travail qui est fait avec les partenaires au développement comme l'UNICEF, l'Union européenne, la coopération allemande qui, par plusieurs projets, je ne vais pas oublier la Banque africaine de développement, par plusieurs projets, accompagne cette dynamique de capacitation de la société civile. Je pense aussi qu'il y a l'effort qu'il faut quand même rappeler, l'effort de l'institution supérieure de contrôle qui travaille à mettre le gouvernement devant ses responsabilités de redevabilité, qui a effectivement poussé le ministère des Finances à mettre de l'accent sur la question de la transparence, sur la question de la publication des documents, et on le voit bien dans le site internet, les divers sites que le ministère des Finances a mis en place. On voit bien qu'il y a une bonne montée en charge de la publication des documents. Je vais pas m'arrêter là. Il va de soi que quand on lit les résultats du Cameroun, on perçoit bien que la question du contrôle n'évolue pas. On est resté à 33% depuis 2021, 2023 on était à 33%, et là encore on est à 33%, ce qui montre bien que on a vraiment quelques soucis quand on évoque la mise en œuvre de ces réformes-là, tout au moins quand on considère cet ancrage institutionnel et politique dont on a besoin. Et de ce point de vue, si je veux évoquer les défis qui sont les nôtres, on va souligner le fait que le Parlement exerce encore un contrôle très limité lors de la préparation du budget et le contrôle est plus faible encore pendant l'exécution, ce qui réduit quand même la capacité du Parlement à influencer les décisions budgétaires
en temps utile. Et seulement si ces réformes ne sont pas suffisamment institutionnalisées dans les procédures, les calendriers, les obligations de publication, naturellement, on ne va pas voir les effets de tout le travail qui est réalisé. Et je veux quand même annoncer au crédit du ministère des Finances qu'il y a en préparation un calendrier de publication relativement à la publication à l'endroit de la société civile et les citoyens, parce qu'il y a bien un calendrier des statistiques des finances publiques, mais qui est réputé un calendrier interne au ministère et qui adresse les autres services de mise en œuvre. Mais là, ce calendrier est en préparation, je pense que ça va aller dans le droit fil de la dynamique que nous sommes en train de percevoir ici. Bon, il y a aussi qu'on a quand même un point faible quand on regarde le suivi effectif, je crois que Sally en a parlé, des rapports d'audit par l'exécutif et le législatif. On n'a pas vraiment un rapport de ce que deviennent les recommandations spécifiques de ces, je veux dire, les rapports d'audit de la Chambre des comptes, qui est notre institution supérieure de contrôle, ce qui, évidemment, comme difficulté, pèse encore sur la crédibilité des réformes, tout au moins des réformes au niveau du contrôle. Pour les défis opérationnels, puisqu'il y en a, je crois qu'on peut évoquer le fait que les documents de préparation budgétaire ne sont pas toujours adressés à la société civile, aux citoyens de manière générale à temps, ce qui limite bien entendu l'intervention ou bien la collecte que les acteurs qui préparent les budgets peuvent faire des besoins spécifiques des citoyens. Et on peut aussi souligner les contraintes de ressources financières, humaines, matérielles qui peuvent freiner la mise en œuvre des réformes de gestion et de contrôle. C'est pour ça que je voudrais apprécier Dr Nzana qui a évoqué tout à l'heure toutes les initiatives de l'Union africaine pour appuyer la société civile. Et là, on en a réellement besoin. Vous avez la dette. Le Cameroun a eu l'opportunité d'être parti à la phase pilote du module de la dette. Et là-dessus, je pense qu'on a un énorme défi. Et il a été effectivement recommandé que nous puissions avoir un plan d'emprunt annuel complet qui permet de donner de la matière à la société civile et en lien avec le plan annuel complet, que nous ayons un rapport complet sur je veux dire la gestion de la dette au cours de l'année. Bien entendu, on avait également noté lors de cet examen que la participation du public est quasi inexistante sur la question de la dette et on l'a évoqué tous ici. On le voit bien, la dette devient un élément critique de gestion de finances publiques au regard des engagements que l'on prend, que tous les pays prennent et sur les générations futures et qui remettent en cause quand on regarde le haut pavé du service de la dette dans nos pays. On voit très bien que c'est autant de services qui sont éliminés, que l'on ne peut pas exécuter au cours de l'année budgétaire en question. Et ça remet en cause les équilibres sociaux, comme nous pouvons le constater. Et donc, de ce point de vue, je pense que nous avons encore beaucoup de travail, notamment sur ce terrain de la dette. Et je vais souligner ici l'impératif pour les acteurs publics, les ministères des Finances et les autres administrations d'impliquer de plus en plus la société civile et les citoyens dans les mécaniques de préparation de leur budget, mais aussi surtout de l'exécution, parce qu'ils pourraient contribuer efficacement. Merci, Djibril. Merci beaucoup, Charlie. Merci pour ces éclaircissements sur les résultats du Cameroun. Effectivement, une très belle progression par rapport donc à l'édition précédente, même si je pense que tu l'as très bien évoqué, la question liée au contrôle du budget par les institutions supérieures de contrôle, notamment du côté donc de l'Assemblée nationale, aujourd'hui est une faiblesse qu'il faudrait littéralement adresser, effectivement faire en sorte effectivement que le Cameroun puisse également, au même titre que la transparence budgétaire, améliorer donc son score de contrôle. J'ai bien apprécié effectivement le partage d'expérience de la collaboration fluide que vous avez pu développer en tant que société civile avec le ministère des Finances. J'en suis témoin parce qu'effectivement, dans le cadre de l'initiative collaborative for Open and Accountable Budget que IBP mène au Cameroun depuis 3 ans maintenant, effectivement, j'ai vu sur place une très bonne collaboration entre la société civile et le ministère des Finances autour des documents budgétaires, sur leur exhaustivité, sur leur délai de publication
Et je pense que ce n'est que bénéf pour le score de transparence budgétaire. Et c'est un des ingrédients. Peut-être tu n'as pas voulu le dire subtilement, mais effectivement, ça a été une très bonne pratique qui aujourd'hui contribue à améliorer la transparence budgétaire dans la gestion des finances publiques au Cameroun. Merci beaucoup, Charlie. Et je sais que notre débat avec Afro Leadership ne se limite pas à ce webinaire. Et on aura l'occasion effectivement d'approfondir donc à travers la publication officielle de ces résultats-là au Cameroun. Très bien. Donc, on va sans plus tarder. Alors, j'inviterai également les participants à poser les différentes questions dans le chat box. Nous avons les collègues également de IBP qui suivent les différentes questions qui vont nous remonter pour le cas du Cameroun, de l'Union africaine, de l'UNICEF, de Sally, ma collègue qui a fait sa présentation. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure des panels donc de poser vos questions dans le chat box et on aura l'occasion de donner ces questions-là aux différents intervenants pour qu'ils puissent y apporter des réponses avant la clôture. Alors, on va passer donc au Malawi et cette fois-ci, j'inviterai M. Henri Machemba, qui est le coordonnateur national de la coalition des ONG pour la défense des droits des enfants. Henri, le Malawi, effectivement, affiche un score assez faible pour la transparence budgétaire, il faut le dire, c'est 5 sur 100. Mais sur la participation, 20 sur 100 et sur le contrôle, à 46 sur 100 pour cette édition de 2025. Il faut le dire, il y a aujourd'hui, dans la phase de formulation du projet de loi des finances, des tournées de consultation qui ont été réalisées donc pour cette évaluation-là de l'enquête sur le budget ouvert par le gouvernement dans les 3 principales régions donc, du Malawi et qui ont permis effectivement de prendre en compte les besoins spécifiques des organisations de la société civile en termes de participation au processus budgétaire. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui ces pratiques ont été institutionnalisées au niveau donc du Malawi, mais aussi et surtout, qu'est-ce qui fait que malgré aujourd'hui les initiatives de participation du public au processus budgétaire, qu'on ait encore un déficit de publication des documents budgétaires? Donc, je vous laisse la parole également pour 8 minutes. Est-ce que Henri est là avec nous? Thank you. Thank you so much, Chair, for this opportunity and welcome all to Malawi. Merci de m'avoir donné cette opportunité et bonjour à partir du Malawi. Oui, notre ONG, c'est un réseau national et nous collaborons avec tant d'acteurs comme l'UNICEF et d'autres partenaires SOS et autres, en travaillant avec les organisations de la société civile dans ce secteur pour renforcer leur capacité de pouvoir s'engager avec l'État sur les questions budgétaires et d'avoir accès à ces informations au niveau national. Sur la participation des citoyens dans le processus d'élaboration budgétaire, ce processus est effectivement préconisé dans notre loi budgétaire, notre loi portant sur l'élaboration du budget. Et nous avons plusieurs sections, la section 27, qui oblige le ministère des Finances de mener une consultation budgétaire avec les différentes parties prenantes, y compris les citoyens. Au fil des années, le gouvernement du Malawi, avec le ministre des Finances, a mené ces consultations budgétaires entre novembre et janvier chaque année. Et le gouvernement du Malawi a mené cette approche pour favoriser cette consultation. On a des rencontres avec les partenaires et d'autres institutions clés à propos des questions d'alignement et d'harmonisation en préparation du budget. Une deuxième approche adoptée par le gouvernement consiste à avoir des consultations, des ateliers de consultation au niveau national et régional, des ateliers où on invite plusieurs acteurs et des citoyennes, des groupes citoyennes pour présenter, faire les présentations orales pendant ces ateliers. Le troisième approche, c'est ce qu'on appelle les audiences budgétaires, où le ministère des Finances
doit donc présenter ses propositions budgétaires et défendre ses propositions pendant cette audience. Et quatrième approche, le ministère a recours à des engagements avec les électeurs et les citoyennes. On choisit certains secteurs clés, par exemple les jeunes ou le secteur agricole, etc., pour consulter les acteurs dans ces domaines. Et ceci nous donne aussi l'occasion à ces différents secteurs de soumettre également leurs avis et leurs perspectives, leurs retours d'information. Et en cinquième, le ministère invite le public à participer par le biais de submissions écrites envoyées par courriel avec une adresse courriel unique pour cela. Et enfin, on a recours également aux réseaux sociaux et le public peut donc fournir les commentaires, les retours d'informations sur ces réseaux sociaux en matière des propositions budgétaires. Donc, au fil des années, on a vu des impacts significatifs et on a vu comment ces commentaires, ces avis fournis par les citoyens ont influé sur le processus budgétaire. Par exemple, Sally a parlé du fait qu'on a augmenté les allocations budgétaires au secteur qui concerne les enfants et le développement. Et on a eu une augmentation significative de ces allocations budgétaires et au fil des années, on a aussi augmenté les allocations budgétaires pour d'autres secteurs clés pour les citoyens et aussi on a éliminé certains impôts sur la valeur ajoutée pour certaines importations grâce à cet engagement avec les OSC. Par exemple, au Malawi, il y a un réseau d'ONG et des propriétaires qui ont proposé l'élimination de ces TVA sur certains produits importés qui a été pris en compte par le gouvernement. On a aussi les opérateurs des taxis qui proposent au gouvernement d'éliminer certaines taxes aussi. Et donc, ceci a été pris en compte et incorporé, intégré dans le budget. Dans le secteur des jeunes, les jeunes se sont engagés avec le gouvernement autour des questions qui touchent les programmes pour les jeunes. Et dans ce domaine, on a vu que ceci a été pris en compte aussi par le gouvernement dans le budget à cause de ces submissions. Et on a vu également certaines réformes spécifiques au secteur dans le domaine de l'éducation. Par exemple, on a vu plus d'allocations destinées à l'éducation et pour l'éducation secondaire et primaire aussi, pour les frais scolaires et dans d'autres domaines. Et tout cela a été grâce aux commentaires fournis par les citoyens et les OSC. En termes de lacunes, quand on examine la loi portant sur la gestion des finances publiques, section 1, on préconise que le ministère doit produire et fournir et donc publier le cadre à court terme et à moyen terme pour le budget. Et c'est une déclaration politique et fiscale qui doit être publiée aux alentours de novembre. Et ceci devrait ensuite servir de base pour les consultations budgétaires. Le ministère donc présente ce cadre au grand public et ensuite les retours d'informations fournis par les citoyens peuvent être mieux alignés, harmonisés avec ce qui est dans cette proposition de budget dans le cadre
intermédiaires. Mais souvent, on a vu que le gouvernement publie ou a rédigé ce cadre, mais n'a pas toujours publié. Et donc, lorsque le ministère invite le public à faire ses propositions à propos du budget, les citoyens ou les OSC développent ces propositions sur la base de leur domaine d'intérêt individuel et pas forcément en lien avec ce que le gouvernement aura proposé dans le budget cadre. C'est un défi, donc, où ces ateliers organisés par le gouvernement pour ces consultations dans ces ateliers, les OSC et le public voient cela comme une occasion pour faire du plaidoyer, pour faire avancer leurs propres intérêts ou leurs domaines d'intérêt sectoriels, que ce soit la santé, l'éducation, les enfants, etc. Alors que le gouvernement s'attend à ce que les citoyens contribuent à cet ordre du jour prioritisé pour le budget. Et donc, voilà, nous en sommes. Alors, un autre problème où quand le ministère a corrigé des informations provenant du public, il n'y a pas de mécanisme formel pour fournir des retours par rapport à ce qui a été intégré dans le budget basé sur ce retour de la part des citoyens et des OSC. Alors voilà quelques défis clés. Alors, on a vu de plus en plus d'intérêt au fil des années et la qualité de l'engagement des citoyens et des OSC envers le ministère de Finances pour cette concertation sur le budget. Merci. Merci beaucoup, Henri, pour ces remarques pertinentes également du côté du Malawi. Et on comprend effectivement que c'est une disposition déjà institutionnalisée de faire en sorte effectivement que les tournées sous forme de fora pour la préparation donc du projet de loi des finances est un acquis au sein donc du Malawi. Et ceci permet effectivement à l'ensemble donc de vos coalitions d'organisation de la société civile de pouvoir participer à l'élaboration du budget. Sur la question effectivement donc de la transparence budgétaire, donc on comprend que il y a effectivement pas mal de documents, comme vous l'avez si bien dit, qui ne sont pas publiés, d'autres qui ne sont pas égales, qui sont publiés mais qui ne sont pas publiés à temps. Et malheureusement, effectivement, dans les renseignements donc, du questionnaire, la question des délais et de l'exhaustivité de ces documents-là également sont prises en compte dans la notation. Et chose pour laquelle, effectivement, le score de transparence a drastiquement donc baissé du côté du Malawi. Et en termes de recommandations, je pense que vous l'avez bien adressé. Je pense que le fait davantage donc de se rapprocher de la direction générale du budget, mais également des autres acteurs tels que la Cour des comptes et l'Assemblée nationale pourraient permettre d'avoir à votre coalition d'organisation de la société civile de mieux appréhender également les blocages qui existent au niveau institutionnel, pouvoir faire le plaidoyer auprès de ces institutions-là et donc améliorer leur score donc au niveau de l'enquête sur le budget ouvert. Merci beaucoup, Henri, pour vos propos. Je m'en vais désormais du côté du Rwanda pour donner la parole à Madame Diana Mabazi. Elle est analyste en gestion budgétaire au ministère des Finances et de la Planification économique du Rwanda. Alors, Madame Diana, alors, pour le Rwanda, pour cette édition, on a de très bons scores, surtout du côté du contrôle des finances publiques. Une moyenne globale, si on combine le contrôle effectué par l'Assemblée nationale et la Cour des comptes de 61 sur 100, donc le score requis pour être dans la zone verte de l'enquête sur le budget ouvert. Mais si on dissèque ce score-là du côté du contrôle donc effectué par la Cour des comptes, ben vous en êtes à 89 sur 100. Donc un score assez acceptable, j'allais même dire un score excellent. Et sur la transparence budgétaire, vous êtes à 55 sur 100. Et pour la participation, vous êtes à 26 sur 100. Alors, pouvez-vous donc partager également avec nous les bonnes pratiques qui permettent effectivement à votre pays de pouvoir réaliser surtout ces scores-là en termes de contrôle des finances publiques. Je vous donne également la parole pour 8 minutes, même si Henri a pris 1 minute donc, de votre temps d'intervention.
C'est un compliment du côté de Henri. Alors, il m'a déjà présenté. Je suis Diana Mabazi du Rwanda. Je travaille en tant qu'analyste du budget. Alors, je vais parler de la performance du Rwanda et des succès, des défis qui nous ont fait face. Alors, je vais commencer en disant que je veux vous remercier de cette opportunité de partager nos expériences. Et comme vous le savez, le Rwanda a fait des progrès très significatifs sur la transparence budgétaire et sur ces dernières années. Et pour continuer ces améliorations, alors on l'a fait par le biais de l'EBO, où le gouvernement a dû établir donc cette enquête multipartite. Alors, différentes organisations, institutions du gouvernement, y compris le ministère des Finances et les ministères des gouvernements locaux. On a différentes personnes représentant la société civile et nos partenaires. Donc, ce groupe de travail, cette force opérationnelle multipartite avait pour but d'entreprendre différentes actions, différentes activités et d'examiner différents résultats budgétaires, d'identifier les lacunes et les différentes priorités. Alors, l'objectif aussi tenait en compte la coordination et se donnait pour objectif d'améliorer la transparence et la participation publique et le contrôle public pendant le cycle budgétaire. Ça, c'était les éléments essentiels où le BO, alors il y avait donc dans ce groupe opérationnel, il devait vraiment examiner les résultats de l'EBO, identifier les lacunes, établir les priorités, faire le suivi des progrès, établir ce qui a été soumis par ces résultats de l'enquête. Et aussi, on a dû entreprendre différents dialogues avec différentes parties prenantes, partageant différents objectifs pour le renforcement de la redevabilité budgétaire. Alors, l'un des grands succès a été de reconnaître cette appropriation et d'établir des recommandations entre différentes institutions. Et ceci a contribué à la disponibilité des informations budgétaires et bien sûr la participation citoyenne. Et dernièrement, ceci a sensibilisé le public à propos de la finance publique et la redevabilité. Mais comme d'autres réformes, on a eu des défis, y compris la coordination des différentes parties prenantes avec différentes missions, de s'assurer qu'on pouvait renforcer la capacité technique, ce renforcement des capacités techniques de l'EOPO. Et on a aussi eu un problème des pratiques de participation publique. Cependant, grâce au leadership fort et l'engagement régulier de la part des différentes parties prenantes, on a pu résoudre ces problèmes. Alors, donc, la redevabilité budgétaire s'est améliorée. La redevabilité budgétaire ne peut pas être accomplie par une seule institution. Elle requiert une coordination continue entre le gouvernement, la société civile, les partenaires de développement. Et d'établir ce groupe de travail EBO veut dire qu'on a créé un mécanisme structuré qui aujourd'hui aide le Rwanda à continuer ses projets sur la transparence et la participation publique. Mais à l'avenir, en tant que pays, donc nous comptons établir l'institutionnalisation du groupe de travail, renforcer les mécanismes d'engagement des citoyens.
Alors, ce que nous faisons actuellement, c'est nous essayons d'engager les citoyens dans la phase de planification au début du processus budgétaire. Alors, il y a déjà eu une annonce de la part du ministère des gouvernements locaux disant dans les différentes parties du pays, on commence à préparer le budget. Alors, amenez-nous vos suggestions pour ce projet de budget. Et ça, c'est une communication officielle qui a déjà eu lieu. Et durant différentes réunions de citoyens, par exemple, il y en a une à la fin du mois, donc c'est pour il y a différentes réunions qui ont lieu où les leaders rencontrent les citoyens et parlent de différents sujets qui les concernent. Et pendant à cause de ces réunions d'engagement public, on a pu donc créer ce budget et intégrer le point de vue de ce que ces citoyens veulent voir dans le prochain budget. Et le ministère de la Finance a aussi travaillé sur cet engagement citoyen. On a publié un guide des citoyens en 3 langues et celui-ci a été soumis au district où les leaders de ces districts sont allés voir donc les citoyens pendant ces réunions pour leur expliquer ce qui est inclus dans ce budget et ce qui a été accompli, bien sûr. Et par le biais de ce mécanisme d'engagement citoyen, celui-ci a eu lieu et nous comptons continuer cet engagement citoyen. Il y a aussi la mise en œuvre continue des recommandations de l'EBO et pour améliorer la redevabilité et la gestion des ressources du gouvernement. Alors, bon, comme on m'a dit que j'avais 5 minutes, je vais synthétiser un petit peu comment donc ce groupe de travail sur le BO fonctionne, qui est inclus les différentes institutions du gouvernement qui participent, et ce qu'on fait à propos de la coordination et comment s'adresser aux lacunes et pour continuer la mise en œuvre de ces recommandations. Alors, je peux m'arrêter là au cas où il y aurait des questions. Je peux réintervenir au besoin. Merci. Merci beaucoup, Madame Diana, pour votre présentation et d'avoir bien voulu partager avec nous les bonnes pratiques qui ont conduit donc à ces bons scores de l'EBO 2025 pour le Rwanda. Alors, je souriais quand vous parliez de la mise en place, une des bonnes pratiques qui est la mise en place d'un groupe de travail. Je souriais parce que justement, aujourd'hui, la recette béninoise est de plus en plus comprise par les différents États qui, depuis l'édition de 2021, a mis en place donc un pôle budget ouvert qui regroupe effectivement les différentes institutions qui sont impliquées dans l'enquête sur le budget ouvert, en l'occurrence la Cour des comptes, la Direction générale du budget et l'Assemblée nationale, mais également la société civile. Je sais que Jean-Pierre Dégué de Social Watch est effectivement en train de suivre de même que du côté de la DGB béninoise. Et quand je vois que le Rwanda effectivement a adopté aujourd'hui cette bonne pratique-là, ça me rassure. Et ça montre effectivement qu'il y a ces partages d'expérience-là entre les différents pays pour permettre effectivement d'améliorer donc les scores de transparence et donc de permettre aux citoyens globalement de mieux connaître comment effectivement les institutions collectent et dépensent l'argent public. Donc, ça, c'est une bonne pratique que vous avez partagée. Effectivement, je comprends également qu'au niveau national et au niveau local, vous organisez des consultations pour la formulation du budget, des consultations citoyennes qui permettent aux organisations, même au niveau communautaire, mais également les groupes marginalisés, de pouvoir donner leur feedback durant la phase donc, de formulation du budget. Et surtout que dans ce groupe de travail-là, aujourd'hui, les institutions supérieures de contrôle, comme la Cour des comptes ou l'Assemblée nationale, comprennent désormais l'importance du contrôle a posteriori donc des finances publiques qui effectivement est un des points donc de faiblesse dans le cadre des éditions donc de 2021 et de 2023 donc de l'enquête sur le budget ouvert. Merci beaucoup Madame Diana. Je pense que vous êtes restée dans les temps et je vous en remercie amplement. Je vais sans plus tarder, il ne nous reste que quelques minutes, passer donc au Sénégal. Et notamment donc pour donner la parole donc à la direction générale du budget
Je rappelle qu'ils sont tous en train de suivre donc depuis le ministère des Finances. Euh, et c'est le lieu également pour moi de les remercier ici pour leur collaboration avec le bureau de IBP ici également au Sénégal, comme tant d'autres que je peux citer dans les autres pays de l'Afrique subsaharienne qui collaborent avec IBP sur donc, ces questions de transparence, de participation et de reddition des comptes. Donc, je donne la parole donc au Sénégal qui a fait un effort sur la participation. Je pense qu'il y a un petit effort qui est fait. Le pays est à 6 sur 100 comparé à la dernière édition où le pays était à 0 sur 100. La transparence est maintenue au score donc moyenne de 42 sur 100, mais le contrôle a un peu chuté. Et dans les recommandations, effectivement, il est dit que la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024 a un peu effectivement arrêté le processus donc, de contrôle donc, des finances publiques au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je donne la parole, s'ils sont là, donc à la Direction générale du budget du Sénégal pour 8 minutes également. Ce sera donc la dernière intervention de ce panel des pays invités. Est-ce que la DGB du Sénégal est en ligne? Merci, M. Badian. Merci beaucoup. Présenter d'abord les excuses du directeur général du budget qui a été appelé en urgence par le ministre des Finances, de l'économie, des finances et du plan. Moi, je suis M. Diaw, coordonnateur de la direction générale du budget. J'aimerais bien, je suis avec les services de la direction de la programmation budgétaire qui sont également en ligne et certains conseils techniques également du directeur général du budget qui sont avec moi. En termes de partage, je dirais que depuis l'internalisation de la directive de l'UEMOA relative à la transparence budgétaire, au code de transparence dans la gestion des finances publiques, le Sénégal s'est résolument engagé en faveur de la transparence, de la redevabilité et de la participation citoyenne au processus budgétaire à travers son adhésion au partenariat pour le gouvernement ouvert. Cette participation au PGO depuis 2015, mais également à l'enquête sur le budget ouvert, EBO, depuis 2017, menée par l'International Budget Partnership dans plus de 150 pays. L'analyse des scores du Sénégal, en tout cas, quand on analyse les scores du Sénégal, vous allez rappeler tout à l'heure, de 2017 à 2023, cette analyse révèle des défis persistants dans les différentes dimensions évaluées, à savoir la transparence, la participation citoyenne, mais également le contrôle budgétaire. C'est consciente de ces enjeux que la Direction générale du budget, à travers son directeur général, s'est engagée à inverser cette tendance en alignant ses actions sur les aspirations démocratiques ainsi que les engagements internationaux relatifs à la gouvernance ouverte. Le changement démocratique qui est intervenu en mars 2024 a plus ou moins accéléré le processus. Le gouvernement s'est assigné la mission de relever les défis liés à des problématiques telles que la réduction des comptes, la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques. C'est dans ce cadre que s'inscrit parmi d'autres actions l'adoption de la loi sur l'accès à l'information et la protection des lanceurs d'alerte pour illustrer cette volonté politique forte. Ainsi, la Direction générale du budget, en plus de son rôle dans la modernisation de la gestion publique, a placé l'ouverture et l'engagement citoyen au cœur de son action, afin de favoriser un développement économique inclusif. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les nombreuses initiatives qui sont entreprises depuis 2025, depuis l'année dernière, bien sûr, pour améliorer la notation du Sénégal en matière de budget ouvert. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal était bien à la traîne par rapport aux différentes notations. C'est dans cette dynamique que la Direction générale du budget a signé, dès le 13 janvier 2026, cette année, en début d'année, une convention de partenariat avec l'ONG IBP pour tirer profit de son expertise en la matière. Ce partenariat vise à renforcer les capacités de la Direction générale du budget en matière de participation citoyenne au processus budgétaire,
de la communication stratégique, de plaidoyer, de production de documents budgétaires transparents, parce que pour y mettre participation, il faut que les documents soient accessibles. Et in fine, la consolidation du contrat social entre le citoyen et l'État. Ce protocole avec l'IBP est avant tout un acte de foi à la citoyenneté budgétaire et à notre quête de performance également. Mettre en lumière le rôle crucial de la société civile et des citoyens revêt, en ce point de vue, une importance toute particulière et même stratégique, en parfaite cohérence avec l'agenda national de transformation, qui est le document de référence des politiques publiques sénégalaises. Nous croyons fermement qu'une meilleure compréhension des documents budgétaires constituerait un levier essentiel pour renforcer la participation citoyenne au débat public et au processus d'élaboration et d'évaluation des politiques publiques. Pour concrétiser cette vision avec un sens élevé des responsabilités, les actions majeures qui constituent le cœur de cet accord portent principalement sur la construction d'un plan d'action ciblé pour améliorer notre score à l'EBO. C'est dans ce sens qu'un atelier de formation sur la méthodologie de l'enquête sur le budget ouvert a été organisé avec l'IBP au profit de la Direction générale du budget, avec la participation des représentants de l'Assemblée nationale, mais également de la Cour des comptes. La création d'un groupe de travail permanent dédié à la simplification et à la vulgarisation des documents clés, l'établissement d'un espace de dialogue permanent entre la Direction générale du budget et les organisations de la société civile à travers notre interlocuteur direct qui est l'IBP, transformant ainsi la critique constructive en progrès mesurable. La facilitation de l'accès aux données budgétaires ainsi que leur vulgarisation pour une meilleure compréhension par tous les acteurs. Dans le cadre de la consolidation des réformes des finances publiques engagées au Sénégal, le directeur général du budget a conduit une mission d'études et d'échanges en République béninoise qui est quand même en avant par rapport aux pays de la sous-région. Cette mission d'études du 28 février au 7 mars a permis à la délégation qui était composée des agents de la Direction générale du budget, des membres de l'Assemblée nationale, mais également de la Cour des comptes. Cette mission avait pour objectif principal de tirer des enseignements précieux des dispositifs institutionnels, organisationnels et techniques mis en place au Bénin dans les domaines de l'élaboration, de l'exécution et de la réduction des comptes. C'est fort de tous ces constats que la Direction générale du budget, avec l'accompagnement de l'IBP, a conçu une matrice d'action en vue d'améliorer la note du Sénégal dans les prochaines éditions de l'enquête sur le budget ouvert. Il s'agit notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est l'une des bonnes pratiques, de mettre en place un pôle budget ouvert avec pour mission de piloter les actions liées à la transparence budgétaire, à la participation publique, mais aussi à la redevabilité dans la gestion des finances publiques. De prendre en début d'année un arrêté, dès le début de l'année, en 2027, un arrêté fixant le planning des tâches d'élaboration du budget, de loi de finances initiale et des documents de programmation budgétaire triennale qui précisent entre autres les moments de rencontre et d'échange avec la société civile. Ce projet d'arrêté, actuellement en cours de validation, illustre la volonté du gouvernement d'institutionnaliser le dialogue citoyen, qui jusque-là n'a pas encore de cadre formel pour sa mise en œuvre. De respecter les délais de publication des documents budgétaires, d'organiser des sessions de partage des documents budgétaires avec les organisations de la société civile, de se conformer aux recommandations de l'enquête sur le budget ouvert en élaborant les rapports d'exécution en milieu d'année, mais également en fin d'année. De mettre en place un cadre formel de dialogue et d'échange avec la société civile en matière de transparence budgétaire. Voilà les principales actions que nous comptons mettre en œuvre dans le plus bref délai pour aider le Sénégal à améliorer davantage son score et s'inscrire résolument dans les bonnes pratiques en matière de budget ouvert et de participation citoyenne. Merci, M. Badiane. Voilà
les éléments que nous voulions partager avec vous et restons à la disposition des participants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cheikh Diaw, donc coordonnateur de la direction générale donc du budget, pour vos propos également durant ce panel donc des pays invités. Effectivement, donc vous avez partagé les différentes actions que le Sénégal compte mettre en œuvre pour effectivement améliorer donc ses scores donc dans les prochaines éditions de l'enquête sur le budget ouvert, qui était effectivement la question principale qui était adressée au Sénégal. Et je note entre autres une collaboration effectivement qui a été déjà formalisée avec le bureau régional donc de IBP ici au Sénégal. Et la préparation pour la mise en place aujourd'hui d'un pôle budget ouvert. Je pense que les pas du Bénin sont en train d'être suivis et ça fait tache d'huile un peu partout donc, dans notre région de l'Afrique subsaharienne. Après le Rwanda, aujourd'hui, c'est le Sénégal donc, qui va mettre en place son pôle budget ouvert, qui effectivement fera en sorte que l'ensemble des autres acteurs institutionnels du budget, Cour des comptes, Assemblée nationale, puissent également avoir un cadre de travail pour suivre la production et la publication des documents budgétaires. L'arrêté fixant effectivement les tâches sur la production des documents budgétaires, mais également des différentes rencontres que le ministère devrait avoir avec les organisations de la société civile pour effectivement améliorer la participation du public au processus budgétaire durant les différentes phases d'élaboration, d'adoption, d'exécution et d'évaluation donc du budget. Mais aussi et surtout la mise en place de façon institutionnelle donc des sessions de partage avec la société civile autour des documents budgétaires comme le rapport trimestriel d'exécution du budget. C'est effectivement une des recommandations qui a été formulée pour le Sénégal, aussi bien en 2021 qu'en 2023. Et je pense que sur la partie transparence, aujourd'hui, ces recommandations sont en train d'être prises en compte. Et ce ne sera que bénéfique pour améliorer la participation de la société civile et du public globalement donc, au processus budgétaire. Et vous remercier aussi pour la franche collaboration. Salutations au directeur général du budget, à Madame la directrice de la programmation budgétaire et l'ensemble des équipes donc du ministère des Finances pour leur collaboration avec IBP. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés donc au terme de notre grand panel des pays invités après le Cameroun, le Malawi, le Rwanda et le Sénégal. Il devait y avoir quelques sessions donc de questions-réponses par rapport aux différentes interventions, mais malheureusement, nous avons dépassé le temps de 12 minutes. On devait finir à 13h30, il est 13h42. Je souhaiterais effectivement dire que certaines des questions qui seront posées donc, et qui ont été déjà posées peut-être dans le chat box feront l'objet donc d'une réponse par les différents panélistes. On aura l'occasion de leur adresser ces questions et donc de partager ces réponses-là aux différents participants. Mais je voudrais déjà, avant peut-être de passer donc au mot de clôture, très sincèrement inviter l'ensemble des participants à davantage consulter le lien qui est dans le chat box et qui est effectivement le lien officiel qui vous permet d'accéder au rapport régional de l'Afrique subsaharienne, donc des résultats de l'enquête sur le budget ouvert, 10e édition, donc édition de 2025, dont 33 pays donc ont fait l'objet donc d'évaluation dans cette zone-là. Et dire également qu'en plus du rapport régional, vous pouvez également consulter les rapports par pays pour pouvoir voir les différents résultats donc, de cette enquête-là. Et dire qu'effectivement, IBP continuera à travers donc, son agenda et ses perspectives d'avoir des publications également par pays dans le cadre des différentes collaborations que nous avons avec certains partenaires au niveau sous-régional. Donc, il y aura des disséminations donc, dans les différents événements qu'on aura à organiser au niveau global et au niveau également régional. Et adresser vraiment des remerciements à l'ensemble donc des participants. Je pense qu'à un moment donné du webinaire, nous avons atteint un pic de 277 participants qui nous venaient donc des 33 pays déjà qui ont été évalués en Afrique subsaharienne, mais même au-delà. On a eu des participants qui nous viennent donc d'autres régions du monde, des États-Unis, de l'Europe, mais également donc du MENA, donc du Middle East et North Africa. Et je pense que ça a été un record pour donc la publication donc de ces résultats-là de l'Afrique subsaharienne. Donc, remercier l'ensemble des participants pour
pour vraiment leur collaboration et leur participation, et demander également aux panélistes de rester après ce mot de clôture-là pour qu'on puisse avoir effectivement donc une vidéo de revoir avec l'ensemble donc des panélistes. Remercier donc de façon chronologique M. Charles Ngounou de Afro Leadership donc, du Cameroun, qui travaille avec IBP depuis fort longtemps, M. Henri Machemba donc, du Malawi, Mme Diana du Rwanda et M. Cheikh Diaw également du Sénégal. Nous vous sommes très reconnaissants pour vos brillantes contributions aujourd'hui et plus encore pour le travail que vous accomplissez chaque jour afin de mettre en place des systèmes budgétaires au service donc des populations. Les progrès dont nous avons discuté ne seraient pas possibles sans des personnes comme vous. Donc, vraiment, merci encore une fois. Mais merci également au docteur Patrick Zana Olomo pour la réponse de l'Union africaine aux conclusions de l'enquête sur le budget ouvert qui inscrit ce travail-là dans le cadre de l'agenda continental. Et je pense que son intervention et ses différentes initiatives sur les questions de suivi de la dette montrent à suffisance donc l'engagement de l'Union africaine dans ce sens. Merci à notre partenaire, l'UNICEF, notre co-organisateur aujourd'hui, et donc au docteur Anda d'avoir ouvert notre discussion avec sa belle leçon inaugurale. Et merci également au FCBO, donc la coopération britannique qui nous accompagne, mais également à l'Union européenne. Je rappelle que l'Union européenne travaille avec IBP dans beaucoup d'initiatives de formation de la société civile, mais également de dialogue, que ce soit au niveau global, mais également au niveau sous-régional, ici en Afrique francophone, dont le soutien donc ont rendu possible ce travail-là. Alors, mesdames et messieurs, les différents efforts qu'on a observés ici en Afrique subsaharienne montrent également que l'enquête sur le budget ouvert donne des raisons d'espérer pour cette région de l'Afrique subsaharienne. Malgré les pressions budgétaires à laquelle elle est soumise, la zone de l'Afrique subsaharienne, et malgré les différentes contraintes en lien avec la baisse donc de l'aide publique au développement donc, et le rétrécissement de l'environnement du financement, la redevabilité budgétaire évolue dans la bonne direction. La participation qui constitue le pilier le plus faible à l'échelle mondiale affiche pourtant des progrès réels dans la zone de l'Afrique subsaharienne, comptant même parmi les plus marqués au monde dans cette édition de 2025. Le contrôle législatif également s'améliore. La transparence est restée stable globalement, ce qui, dans ces conditions, constitue en soi un accomplissement. Et l'enquête met en évidence une nouvelle tendance. Les gouvernements commencent à relier les informations budgétaires à l'inclusion, au genre et au changement climatique, que les populations et le budget donc, est censé donc, servir. Ce que nous avons entendu aujourd'hui de la part donc, de nos intervenants donne tout son sens à ces données budgétaires. Les améliorations constantes du Cameroun en matière de transparence ne sont pas seulement un changement de note, elles sont le résultat d'un effort institutionnel soutenu et d'un engagement civique que Charlie a contribué à maintenir au fil donc, des années. Les consultations pré-budgétaires menées au Malawi dans les 3 régions du pays, y compris les propositions budgétaires émanant de la jeunesse, ne sont pas seulement un processus, mais elles constituent un modèle illustrant comment la participation peut être conçue pour atteindre les personnes dont la vie est réellement façonnée par le budget. Le groupe de travail multipartite de l'OBS au Rwanda n'est pas seulement également un organe de coordination, c'est un moyen structuré permettant au gouvernement rwandais, à la société civile et aux institutions de contrôle de transformer les données factuelles en réformes. Enfin, la nouvelle loi sénégalaise sur l'accès à l'information nous rappelle que les fondements juridiques de la responsabilité sont encore en cours de mise en place et que le travail consistant à bien les utiliser ne fait que commencer. À travers tout cela, mesdames et messieurs, un thème est ressorti clairement. Les progrès en Afrique subsaharienne sont portés par des personnes, d'abord, qui refusent d'accepter que les budgets publics soient opaques, exclusifs ou dépourvus de responsabilité, mais ensuite portés par des institutions ouvertes et qui de plus en plus s'ouvrent aux organisations de la société civile. Il reste encore beaucoup à faire, certes. Il faut étendre la transparence aux parties du budget où elle ne fait encore aucun défaut, en particulier en matière d'exonération fiscale, de dette et de risques budgétaires. Car c'est là que la prochaine vague de progrès doit se produire de toute urgence. S'appuyer sur les pratiques de participation qui fonctionnent déjà au Rwanda, au Malawi, au Bénin et en République démocratique du Congo et les nationaliser. Boucler l'audit, en particulier du côté de l'exécutif, où le compte-rendu des mesures prises par les gouvernements en réponse aux conclusions d'audit reste le maillon faible. En protégeant également l'écosystème de la société civile qui a été le moteur de presque tous les progrès que nous avons documentés à un moment où sa pérennité est réellement menacée. IBP s'engage, enfin,
à poursuivre ce travail aux côtés de ses partenaires de la société civile dans toute la région et à approfondir son engagement auprès des gouvernements, des parlements et des institutions d'audit qui œuvrent dans le même sens. Les avancées que nous avons partagées aujourd'hui doivent être un point de départ et non une fin en soi, et nous continuerons en tant que staff de IBP à travailler avec vous pour les faire progresser davantage. Je vous remercie de votre aimable attention et déclare donc clos ce webinaire donc de partage des résultats de l'Afrique subsaharienne de l'enquête sur le budget ouvert édition 2025. Voilà, donc je demanderai aux panélistes de rester pour la vidéo et puis remercier les participants et les invite également à visiter le site pour les différents résultats. Merci beaucoup encore une fois.